Bienvenue à En français, s'il vous plaît, votre émission sur la langue française. Je me présente Cédrini, votre animateur, et aujourd'hui, on a toute une gamme d'invités variés les uns après les autres. Auteurs, compositeurs, professeurs, artistes, entrepreneurs et évidemment historiens avec Stéphane Tessier qui sera notre premier invité. Par la suite, nous aurons David Jalbert, Binto Touré, Daniel Moniz, Christian Bégin et Luigi Palacio. Êtes-vous prêts? Je suis prêt pour En français, s'il vous plaît. Je me retrouve présentement avec notre conteur, historien et j'ai aussi envie de dire notre professeur d'histoire, Stéphane Tessier. Bienvenue à En français, s'il vous plaît. Bonjour Cédric. Oui, très content de te recevoir parce que la dernière fois, on a parlé des origines un peu du français avec le bel usage et le grand usage. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Stéphane? Oui, on va continuer un peu dans la chronologie parce que le bel et le grand usage, c'est le bel usage qui va faire son chemin en Nouvelle-France ici, ce qui va devenir le Québec. C'était le français qu'on pourrait dire le québécois d'aujourd'hui. C'est le bel usage dans lequel on retrouvait un peu les racines de notre différenciation avec le français, d'où vient le son « oui » et la manière de dire « le » plutôt que « l'air » ou « mangeux » plutôt que « mangeur ». C'est une manière de parler qui était plus spontané et privé, tandis que l'autre, c'est un style plus soutenu. Mais c'est celui-là qui va faire son chemin ici, à l'époque du régime français. Oui, puis là, c'était le fun de parler bel usage, grand usage. On parlait des différenciations linguistiques. Il n'y a pas juste eu du beau. Il y a eu la conquête britannique aussi qui a pas mal chamboulé les choses en Nouvelle-France. C'est pas fin pour les Britanniques, mais quand même. Oui, après la conquête britannique, le régime français se termine ici. Alors, c'est le moment où une élite française quitte le pays et ça va amener donc une élite qui s'en va, mais aussi un système d'éducation qui s'effondre. Okay. Alors, la transmission de la langue ici par la suite va se faire d'une manière orale et non par écrite. Pourquoi? Alors, parce qu'on forme pas de prêtres ici, parce que c'est essentiellement le réseau d'éducation à l'époque, c'était les communautés religieuses, l'Église. Ouais. Et une des conditions aussi de la conquête britannique, c'est qu'on ne peut plus recruter de prêtres en France. Alors, donc il va y avoir éventuellement une pénurie de prêtres, mais aussi ça va avoir ses conséquences sur la langue parlée. Donc, via l'éducation. Fait que la pénurie, là, ça date pas d'hier, là, parce qu'on en parle beaucoup, pénurie de main-d'œuvre. Il y avait une pénurie de prêtres à cette époque-là. Tout est dans tout, hein? Puis, dis-moi donc, Stéphane, avec la conquête britannique, est-ce que justement les Anglais ont tenté d'imposer leur langue aux Français de la Nouvelle-France? Non, on ne pourra pas dire imposer. Les Canadiens, à l'époque, ils pouvaient pas avoir accès à certaines fonctions publiques dans la nouvelle colonie anglaise, mais il va y avoir des emprunts linguistiques, parce que dans des nouveaux termes, de nouvelles réalités, pour décrire des nouvelles choses, on n'a plus de connexion avec la France, parce que les liens sont brisés et même interdits à une certaine époque. Alors... Puis dans le temps, il n'y avait pas de Facebook, là, on pouvait pas communiquer aussi facilement. Je peux vérifier, mais je pense pas. Mais c'est ça, fait qu'il y a des termes qui vont naître, qui proviennent de l'anglais, surtout dans des sphères spécifiques comme l'économie, des milieux techniques ou des milieux administratifs. Alors, il y a des termes qui vont venir de l'anglais aussi. Donc, il y a des emprunts, mais on peut pas dire que c'est généralisé quand même. Fait que c'est une société qui va vivre un peu en silo du nouveau conquérant anglais aussi. Là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de tentative d'assimiler l'un, puis l'autre, il se mêle pas trop à l'autre aussi. OK. Puis ça m'amène à te demander, est-ce que c'est de là que proviennent les anglicismes qu'on utilise aujourd'hui dans la langue française au Québec, ou ça a le plus ou moins... Ça va venir plus tard, ça. Ça va arriver au 20e siècle. Okay. Durant cette période-là, ce qui est le plus important, ce qui se passe, c'est vraiment, il y a deux choses qui se passent. Il y a une révolution en France qui va s'appeler la Révolution française. Évidemment. 1789. Ça, c'est quelque chose que les effets n'auront pas... Il n'y aura pas d'effet de la Révolution française ici. On n'a plus de lien avec la France. C'est à ce moment-là que, en France, le bel et le grand usage, le bel usage va avoir tendance à disparaître parce que c'était la langue de la monarchie qui était associée
à la monarchie. Et en France aussi, il y avait plusieurs parlers. Il n'y avait pas juste le français, il y avait plusieurs dialectes. Ouais. Puis il y avait aussi le bel usage. Et pour pousser les idées de la Révolution française, il va falloir surmonter un obstacle. Donc, il va falloir faire une unification linguistique. C'est l'éducation. C'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé de la conquête ici. Il y a un effondrement de l'instruction publique ici, tandis que là-bas, c'est vraiment l'arrivée des écoles de la République, les écoles républicaines, où on va enseigner le français du grand usage. Le français, mais à l'écrit. Alors, vraiment, il y a vraiment un effet qui ne sera pas connu ici de la Révolution française. Et je termine avant de te relancer. Oui. C'est que la Révolution française a aussi un effet en histoire qu'on appelle l'accélération. Et souvent, tu as des choses qui sont en gestation, qui sont déjà en cours, puis il y a un moment historique qui arrive, puis finalement, ça arrive rapidement. Les vieux comme moi se rappellent un peu de la chute du mur de Berlin. Ouais. Tous les régimes de l'Est de l'Union soviétique et des pays communistes, quand le mur de Berlin est tombé, en quelques mois, tous les régimes sont tombés. Fait que des fois, il y a des choses qui sont en gestation, puis soudainement... Et dis-moi donc, Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour que les Français de France se rendent compte qu'il y a toute une différence avec le français qui est parlé en Nouvelle-France et vice-versa? Tu veux parler des maudits français? Je voulais pas le dire, là, parce que j'ai des amis français qui nous regardent, là, mais il y a quand même eu... Je blaguais, bien entendu. Mais oui, évidemment, on salue nos amis français qui nous regardent. Éventuellement, les contacts avec la France vont reprendre à partir de 1815, quand l'empereur Napoléon tombe, mais ces contacts-là vont s'intensifier. À partir des années 1830-1840, les Français qui viennent ici, qui sont des gens instruits de la bourgeoisie, ils vont noter qu'ici, les gens d'ici ont une langue d'une autre époque, des archaïsmes, et aussi, ils ont comme un accent normand aussi. Parce qu'il y a des provinces en France qui ne vont pas accepter nécessairement la Révolution française, où les idées de la Révolution vont se faire plus lentement, comme en Normandie. Ouais. Alors, quand on dit quelqu'un a un accent normand, c'était pas un compliment. En passant, il doit être un petit peu en retard sur les autres. Hein. Ouais. Et ces gens-là, ils vont remarquer aussi, quand ils sont ici, que les Canadiens ont le même accent, autant les gens instruits que les gens de la population. On avait eu les mêmes enseignants, les prêtres, alors c'est un peu normal que ça soit un peu semblable, mais il y avait aussi le fait c'était une société qui avait très peu de strates sociales à l'époque du régime seigneurial. Alors les gens avaient une grande proximité de la population avec le seigneur. Alors les Français instruits de passage ici sont un peu surpris de tout ça. Et ils vont surtout pas pardonner aux gens instruits de ne pas connaître les bons usages de la langue, parce que les gens peu instruits ont l'excuse de ne pas être instruits. Alors, mais ce qui est amusant, c'est que sous le régime français, on faisait la même observation, que les gens avaient le même accent, autant les gens instruits que les gens de la population. Mais le jugement est différent. Plus tard, on va se dire « Ah, c'est épouvantable », mais à une certaine époque, on dit « Ah, ben, c'est normal ». Tu parles de jugement. Les Canadiens français qui se rendaient en France, qui se rendaient en Europe, est-ce que selon toi, selon les écrits et tout ça, est-ce qu'ils trouvaient que le français de France était meilleur, moins bon, différent? Quelle était l'opinion générale des Canadiens français qui allaient en France? Cédric, tu viens de lancer un pavé dans la mare, parce qu'éventuellement, c'est un débat qui va avoir lieu éventuellement. C'est comment on va voir les changements en France vus des Canadiens d'ici. Hein? On peut déjà dire que, par exemple, quand il va y avoir une restauration en France, quand le roi va revenir sur le trône, Louis XVIII, on va lui suggérer de ne plus dire « toi et moi », que le roi c'est moi. Alors, déjà en France, il peut accepter ça, le langage de l'Ancien Régime. Tandis qu'ici, ça va être plus difficile à dire parce que la population parle comme ça. Et l'élite d'ici représente la population. Fait que c'est un peu délicat comme sujet. Alors, on devrait s'en jaser, je trouve. On va s'en jaser avec grand plaisir. Puis en 20-25 secondes, Stéphane, pour nous mettre l'eau à la bouche, de quoi tu vas nous jaser, touer pour notre prochaine... Justement, comment les Canadiens d'ici, parce qu'on disait Canadien tout simplement pour dire quelqu'un qui était d'origine française, comment qu'on voit les changements ici, puis comment ça s'est passé par la suite, parce qu'il y a eu des débats, puis c'est fort intéressant ce qui s'est passé ici par la suite.
Puis c'est fort intéressant tes capsules à chaque fois, Stéphane. Un gros merci d'avoir été des nôtres. Si on veut en savoir plus sur toi, comme à l'habitude, stéphanetessier.ca. Et puis, au plaisir de te retrouver la semaine prochaine. Merci, Stéphane. C'est avec grand plaisir que je retrouve un auteur, compositeur, chanteur et même producteur. Vous le reconnaissez par son visage, David Jalbert. Bienvenue en français, s'il vous plaît. Très content de te recevoir parmi nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Puis le chapeau, c'était-tu thématique avec tes yeux? C'est flash le bleu, là, j'adore. Je les ai fait fitter avec Photoshop. Ah, OK. Je sais que c'est pas en français, là, mais... Écoute, le français, c'est important pour toi, je le sais. Tu chantes en français, Ouais. Tu communiques en français, évidemment, on est au Québec. À quel point la langue française, c'était important pour toi, pas juste dans la vie de tous les jours, mais dans ta carrière de chanteur? Bien, je pense que, tu sais, étant un peuple quand même avec une faible population, puis, tu sais, les Français, ça disparaît beaucoup quand même au Québec. Même le slang a changé avec les générations à venir, beaucoup plus d'anglicisme qu'avant. Puis je pense que c'est notre devoir pour nos ancêtres de conserver cette espèce d'héritage-là. Ouais. Tu me voles les mots de la bouche. Puis, dis-moi donc, David, est-ce que ça t'est effleuré l'esprit de faire une carrière simplement en anglais parce que les opportunités, les États-Unis, c'est un gros marché, etc. Ça t'est-tu effleuré l'esprit? Bien, étant plus jeune, c'est sûr qu'avant, à l'âge de 20 ans, le français n'avait pas la même place dans mon cœur que maintenant. Puis j'écrivais en anglais, mais si tu m'avais vu chanter en anglais, tu comprendrais pourquoi que j'ai choisi le français. C'était Yes No Toaster. Écoute, je n'étais pas un terrible... j'étais pas bon, mais regarde, un peu mieux ça brosse, mais sinon, je suis pas bon là-dedans. OK. Ouais. Fait que le français, tu t'es dit, c'est la langue que je vais utiliser. En fait, mes repères, en fait, musicaux est beaucoup plus en français dans ma vie d'adulte qu'en anglais. Puis je me devais de marcher dans leur trace. J'avais le feeling que j'étais quelqu'un qui portait un message puis qui avait besoin de l'envoyer dans ma langue maternelle. Mm-hmm. Puis j'ai écouté quelques-unes de tes chansons, mais ça fait quand même un petit bout. Est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire sur les messages que tu véhicules dans tes chansons? Parce que chaque artiste, j'ai l'impression qu'ils véhicule un message, que ce soit leur histoire, que ce soit de parler de politique, parler de culture. C'était quoi le message qui... J'ai touché à plusieurs messages comme vivre le moment présent, c'est des choses de base, mais aussi de se choisir parce que souvent, tu sais, on est beaucoup dans l'image, surtout en 2022 avec les réseaux sociaux, TikTok. On a toujours, on t'arrête de prendre des photos de nos repas. Puis je me rendais pas compte à quel point que les likes Facebook et Instagram prenaient une grosse place dans ma vie. La peur de déplaire, la peur de ne pas être... Puis c'est toujours un peu dans l'espèce de labyrinthe que ça t'amène. Puis je m'interrogeais souvent à me demander combien de gens ne sont pas avec la bonne personne parce qu'ils ont peur de faire le coming out d'homosexualité ou parce qu'ils ont peur de s'afficher avec une fille plus enveloppée, une fille plus jeune, plus vieille ou... Toutes ces choses-là qui nous bloquent, ça, c'est le genre de message. Le doigt d'honneur parle beaucoup de ça. Le journal parlait beaucoup de l'urgence de vivre. Ça, c'est important. Chaque album, j'ai parlé aussi de politique, de choses comme, exemple, que si on n'encourage pas notre main-d'œuvre au Québec, bien, on va voir des jobs disparaître, puis qu'un jour ou l'autre, bien, malheureusement, ils vont avoir le beau jeu parce qu'ils vont augmenter le prix et on n'aura plus de main-d'œuvre ici. Fait que ça, je n'ai parlé beaucoup en ayant des parents qui sont entrepreneurs dans le matelas depuis longtemps, depuis 40 ans presque. Est-ce que tu sens qu'en tant qu'artiste, tu peux te permettre d'en dire plus que si c'était, mettons, dans une conversation normale ou un 5 à 7? J'ai l'impression qu'on a un devoir. J'ai l'impression que mon talent, je vous allais dire que je suis un peu flyé, mais qui est ésotérique, qui vient d'ailleurs, puis que je me devais de m'en servir pour embellir la planète, pour embellir l'être humain, pour leur amener de l'espoir, parce que la vie est dure, parce que il y a beaucoup plus de monde sur le plancher des vaches au Walmart que dans les bureaux, puis que les gens avaient besoin de ce message-là d'espoir, puis que, encore plus en pandémie, on a vu les gens laids devenir plus laids, les gens beaux devenir plus beaux, puis les gens extrémistes étaient très présents, puis
all you need is love, là, je m'excuse. Non, c'est correct. Tout ce que ça prend, c'est l'amour. Des ramener au centre, c'était la chose à faire. Malheureusement, on se frotte à des gens, des fois déséquilibrés, mais qui n'ont pas la chance d'avoir mes parents puis le coffre à outils que j'ai. Fait que ces gens-là, je les envoie de l'amour. Puis c'est sûr qu'on prend un risque dans ce temps-là tu sais pas la journée que tu as un détraqué qui te tire dessus parce que tu es confronte. Puis, mais moi, je me devais de parler haut et fort. Des fois, j'ai déplu, j'ai perdu des fans, j'en ai gagné. Ça fait partie. Je suis une grand gueule. je l'admets. Parlons de grande gueule, justement. Il y a comme une certaine polarisation qui s'est faite avec la pandémie dans l'espace public. Tu en as parlé tantôt aussi des réseaux sociaux. Est-ce que tu trouves que communiquer est rendu plus difficile qu'aujourd'hui, malgré toutes ces plateformes qui sont à notre disposition? Moi, j'ai souvent eu l'impression d'être un petit peu dans mon désir d'enseigner aux gens un peu la façon d'aimer, la façon de respecter les gens là-dedans. J'ai vu dans cette guerre-là de l'extérieur, j'avais souvent l'impression, puis là je me prends pas pour ça pantoute, mais d'être un peu Jésus, c'est à quoi qu'il dit « Ah, pardonnez-leur, Seigneur, ils savent pas ce qu'ils font. Parce que je me disais « Mon Dieu, tu sais, on va nommer un nom, Guillaume Lamétivierge, c'est un méchant bon gars dans la vie, pareil. Il peut être malade, il peut être pas malade, peu importe ses allégeances ou ses croyances. Cette personne-là a besoin qu'on lui tende la main, puis qu'on essaie de l'écouter, puis de débattre ensemble. Puis peut-être qu'on va le ramener. Moi, j'avais ma petite sœur qui voulait rien savoir du vaccin pendant la pandémie, puis c'est moi qui ai dit « Catherine, arrête donc de niaiser, franchement, c'est pas grand-chose. » Puis elle est allée vers là. Mais elle aurait pu bien me dire, ben, veux-tu aller? Puis se diviser, mais moi, je lui laissais à son rythme. Tu sais, je me dis, garde, on essaye le plan. Au pire, allez, écoute, m'a dire une affaire, elle a appris des choses pas mal plus dangereuses que ce vaccin-là dans sa vie. Puis est-ce que le fait d'être justement zen, tu parlais d'ésotérique, je suis un peu comme ça moi aussi, mais si on revient à la communication, tu sais, moi, il y a eu une période de ma vie où ce que je me rendais compte que il y avait des gens qui étaient condescendants, qui me prenaient pour un autre, tout ça. Puis c'est facile à dire, ne te fie pas sur l'opinion des autres. Mais à un moment donné, justement, avec cette polarisation, avec des gens qui se permettent de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ça t'affecte-tu quand même un petit peu? Bien, moi, je me suis dit, puis il y a eu une période de ma carrière récemment que les réseaux sociaux sont devenus tellement enflammés que je me suis un petit peu censuré parce que là, j'étais tanné de débattre des journées de temps, puis parce que j'ai une vie, puis parce que j'ai 3 enfants à m'occuper. Mais il y a une partie de moi qui se dit toujours, qui se tiraille, qui dit ils vont tuer quelque chose de plus grand. Tu sais, la bonté en dedans, le désir d'amener les gens vraiment dans l'amour, tu sais, de réunir, de rassembler ces gens-là à se comprendre un et l'autre, puis être juste un petit peu plus au centre de tout ça, est tellement puissant que je me dis, bon, je vais y aller loin, puis encore là, je ne fais pas de comparaison avec moi, mais si Mandela s'était fermé à la trappe parce qu'il a peur de se mouiller, si Charlie Chaplin n'avait pas osé, moi, j'avais ce sentiment-là qu'il y avait de quoi de plus grand qui me berçait en dedans, qui me poussait à parler pour justement amener un message. J'en ai toujours eu besoin. J'étais haut comme 3 pommes, tu vas dire, ça n'a pas bien changé, mais regarde, un petit peu quand même. Là, je suis plus large quand même. Tu parles de tes enfants. J'imagine que ce message-là que tu transmets dans l'espace public, à tes shows, peu importe où ce que tu es, j'imagine que ce message-là, tu le fais aussi surtout pour tes enfants. Bien, c'est pour la planète, en fait. C'est pas pour mes enfants, c'est pour l'héritage qu'on laisse aux enfants. Parce que Boucardiouf disait, comment il dit, on lègue pas la terre à nos enfants, on les emprunte. C'est leur planète, c'est l'avenir. On a besoin de s'intéresser aux générations à venir. Je veux que la planète soit plus belle qu'avant. Si ça prend de communiquer avec des femmes qui ont été victimes d'agression, puis qu'on comprenne leur point de vue, bien, tant mieux, mais ça passe par la communication. Je veux que ça soit bien fait, tu sais, que ça soit dit, puis que, hey, c'est peut-être vrai hein, que c'est colon de siffler une fille sur le bord du chemin puis de la klaxonner. Peut-être que l'éducation part de ça. Si on banalise ce geste-là, peut-être que l'autre d'après qui va plus loin, bien, il dit on est tous pareils. Fait que, tu sais, juste d'éduquer nos enfants, de faire la bonne chose, ça passe par la communication, par le français. En terminant, David, si on veut communiquer ou te suivre, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où est-ce qu'on peut te suivre pour en savoir plus sur ces beaux messages que tu nous livres? Je te dirais c'est sur Facebook que je suis le plus proactif. TikTok, quand j'ai une bonne blague, je la sors, mais je n'ai pas souvent. Puis Instagram. Sinon, davidjalbert.ca. Super. Un gros merci, David, et à la prochaine.
J'ai le plaisir maintenant de vous présenter non seulement une immigrante, mais quelqu'un qui a pu s'établir au Québec et qui est aujourd'hui courtier immobilier résidentiel chez Via Capital. Bintou Touré, bienvenue à l'émission en français, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est tout un privilège pour moi d'être parmi vos invités. Oui, et on est en Skype en ce moment parce que, dis-moi, en 15 secondes, là, tu te retrouves où présentement? Je suis en Ontario présentement. OK, donc Oui. c'est ça, tu me disais que tu étais dans une résidence secondaire, donc c'est ça. En ce moment, tu es dans une province anglophone, mais là, on te reçoit parce qu'on veut parler du français. Je pense que le français, c'est important pour toi puisque tu le parles aujourd'hui, évidemment, au Québec, mais tu le parlais aussi dans ton pays d'origine, n'est-ce pas, au Mali? Oui, exactement, oui. Je suis née dans un pays francophone, le Mali, et puis dès le jeune âge, dès la naissance, j'ai été baignée dans un milieu francophone, puis on m'a inculqué l'amour du français parce que c'est une belle langue, une langue de culture, une langue qui se retrouve vraiment dans plusieurs domaines d'activité, comme le théâtre, la littérature, la gastronomie aussi. Donc, dans mon jeune âge, là, le français, c'était vraiment la meilleure langue, puis elle l'est encore. Puis je Ouais. suis tellement fière de parler cette langue, puis de valoriser, puis de la transmettre aussi à mes enfants, à l'amour du français, parce que mes enfants évoluent dans un milieu anglophone, et puis Ouais. d'être un francophone dans un milieu anglophone, c'est vraiment très particulier, puis ils sont fiers d'avoir ce côté-là francophone qui est valorisé par leurs parents et que eux, à leur tour aussi, sont des bons ambassadeurs du français. Ouais. Bintou, parle-moi du français au Mali. Comment tu pourrais me le décrire? Je ne pense pas qu'il se rapproche du français québécois. J'imagine qu'il se rapproche plus du Du français de la français. France, mais il y a quand Oui. même certaines particularités. J'aimerais que tu m'en parles du français au Mali. Oui, c'est un pays 100% francophone, donc c'est une ancienne colonie française. Et puis, je vous dirais, le français, pour moi, c'est une langue aussi de rigueur. À mon époque, là, les mots qui ont changé de façon d'écrire maintenant, à mon époque, c'était pas le cas. Puis, comme oignon, on l'écrivait avec GN. Alors, plusieurs mots de ce genre-là, quand j'étais jeune, on faisait de la dictée depuis la première année. Puis, je me rappelle, lorsqu'on faisait une faute, on devrait recopier le mot au moins 20 fois, puis ça faisait en sorte que tu vas plus jamais te tromper dans le même mot. Donc, c'est une langue vraiment qui est beaucoup valorisée au Mali, puis c'est beaucoup la rigueur aussi. Donc, dès le jeune âge, on va à l'école francophone. Et puis, on est très, très strict aussi à écrire de façon correcte, ne pas faire de fautes, Ouais. autant à l'oral qu'à l'écrit. Donc, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents, puis à l'école, c'était de même aussi. Ouais. Ben, je crois que le fait d'avoir répété 20 fois les mots, ça l'a fini par payer parce que permets-moi de te dire, Bintou, que ton français, il est impeccable. Je Ah, l'adore, merci. même Merci. qu'il me charme. Mais Ah, parlons-en justement de ce transfert, de ce déménagement. Tout à coup, tu arrives au Québec à 17 ans, si je ne me trompe pas. Et là, ouais. j'imagine que tu t'aperçois du clash, de la différence culturelle du français au Québec par rapport à ce que tu avais au Mali. Oui, oui, exactement. Parce que j'ai aussi fait une escale aussi en France. Donc, ça fait que avant de venir, je savais déjà qu'il y avait une différence là. C'est sûr que c'est une langue commune, mais il y avait une particularité du français québécois. Puis, à l'époque, on l'appelait le français québécois. Donc, on Ouais. apprenait aussi les expressions, comme il fait fret, je gèle. Donc, il y a plusieurs expressions que j'avais déjà apprises avant de m'établir au Québec et que je savais déjà la signification. Oui, mais c'est sûr qu'il y a une différence entre ces deux. C'est ça qui fait la beauté aussi de la langue française. Donc, c'est une Oui, langue qui est parlée sur les 5 continents. Donc, ça, c'est tout une à fait. particularité. On est juste deux langues. Il y a Ouais. juste deux langues qui sont parlées sur les 5 continents en même temps, donc, dont le français. Et le français, c'est une langue aussi que j'apprécie beaucoup parce que c'est une langue qui nous permet vraiment de structurer notre pensée, d'argumenter. Puis dans les Hmm. négociations, ça nous permet vraiment d'avoir notre point de vue, puis la défendre aussi, puis de se faire comprendre par les gens de partout à travers le monde, parce qu'il y a Mhm. quand même 300 millions de francophones. Oui. Donc, c'est une richesse incroyable. Ouais. Et dis-moi, dans le fond, étant donné que tu as appris certaines particularités, expressions québécoises, est-ce qu'on peut dire que ton entrée au Québec s'est faite facilement ou tu rencontrais quand même certains défis au-delà de la langue? Parce qu'on s'entend,
Le Québec, il y a un climat différent, il y a une culture différente. On est entouré de l'anglais par l'entremise des provinces canadiennes et des États-Unis. Donc, est-ce que tu as rencontré des défis dans tes premières années au Québec? Je vous dirais, j'étais prête mentalement. Hein, c'est important d'être prêt mentalement. Ouais. J'étais prête mentalement, puis je suis restée 3 ans sur le campus de l'Université de Montréal. Donc là, il y avait vraiment tout un processus d'accueil parce qu'ils ont l'expérience pour accueillir les étudiants étrangers. Donc, il y avait beaucoup. Puis par la suite, moi, après la première année, je suis devenue aussi ambassadrice là, comme pour l'accueil des étudiants étrangers. Donc, Ah il y avait oui? beaucoup de soutien. Ouais, il y avait beaucoup de soutien à l'université pour accueillir les étudiants étrangers, autant mentalement que sur le plan de la culture aussi, pour favoriser leur intégration. Mhm. Donc, oui, les difficultés, j'en ai eu, mais la manière dont on a été accueillis à l'université, à travers les ambassadeurs, donc ça a facilité l'intégration. Puis écoute, j'en ai aucun doute sur ta facilité de t'intégrer. Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, tu es courtier immobilier résidentiel chez Via Capital Distinction. Donc, dis-moi, Bintou, dans ta carrière professionnelle, est-ce que ça t'arrive justement d'aider, d'accompagner, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs qui sont issus de l'immigration ou qui sont issus de d'autres cultures? J'imagine que tu dois développer certaines affinités avec ces gens-là aussi, puisque tu es passé par là, toi aussi. Oui, exactement, exactement. Dans mon rôle de courtier, donc dans ma profession de courtier immobilier, présentement, je travaille beaucoup avec les acheteurs de première maison. Donc, c'est des acheteurs qui se sont établis au Québec, ça fait pas trop longtemps, qui travaillent, qui se sont bien implantés, puis finalement qui veulent décider de s'acheter une maison. Donc, c'est un processus qui est pas facile, mais dont je suis consciente et puis je les accompagne. Ça me fait plaisir de le faire. Et puis, c'est ça, il y a une affinité, comme vous le dites, une facilité de compréhension aussi de leur processus. Et à part de ça, ça fait 15 ans aussi que je travaille comme gestionnaire dans un centre communautaire dont la mission est d'accueillir les nouveaux arrivants, d'aider Wow. à l'intégration de ces personnes-là et de favoriser le mieux vivre ensemble. Alors, depuis 2008, je travaille là-dedans. C'est un centre communautaire que j'ai fondé. Et d'ailleurs, j'ai reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour ces implications-là, pour tout le travail que je fais pour favoriser le mieux vivre ensemble. Alors, je suis bien placée vraiment pour comprendre le vécu des nouveaux arrivants, puis aussi pour faire le pont entre ces nouveaux arrivants puis la société d'accueil. Parce qu'il y a un beau mélange qui se fait, puis ça porte fruit. Dans le quartier dans lequel je travaille, ça porte vraiment des fruits parce que depuis les 15 dernières années, il y a tellement d'échanges interculturels et intergénérationnels dans ce secteur que tous les préjugés qu'il y avait auparavant sont tombés, puis on voit vraiment qu'il y a un bon maillage entre les différentes cultures dans ce secteur-là. Tout à fait. Ben écoute, Bintou, je vais t'imposer, je vais t'obliger à revenir éventuellement à l'émission parce que ton histoire, elle est riche, ton parcours, il est inspirant et malheureusement, on doit se laisser. Mais en 15-20 secondes, si tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, en savoir plus sur ton service de courtier immobilier ou simplement les projets que tu occupes présentement. Si on veut en savoir plus, où est-ce qu'il faut aller? Dans le fond, je suis courtier immobilier résidentiel chez Via Capital Distinction à Terrebonne. Alors, si vous me cherchez, je suis dans le bureau de Terrebonne, Via Distinction, à titre de courtier. Et si vous me cherchez aussi de l'autre côté aussi, je suis à Laval, à Saint-François, au centre communautaire Petit Espoir. Et ça me fait plaisir vraiment de vous accueillir chez nous, si vous voulez. Et puis, de parler du français parce que sur le milieu de l'emploi aussi, j'ai la responsabilité professionnelle de promouvoir et de valoriser cette langue commune qui nous permet vraiment d'avoir une identité, hein, parce que c'est vraiment notre culture, notre identité commune à nous tous. C'est un point de rassemblement pour tout le monde. Exactement, j'aurais pas pu mieux dire. Bintou Touré, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se souhaite à la prochaine. Oui, merci bien, au plaisir. Merci. Au revoir. C'est avec plaisir que je vous présente mon prochain invité. Il a été professeur et directeur. Daniel Moniz, bienvenue en français, s'il vous plaît. Bienvenue en français. Eh voilà. Oui, évidemment en français, mais on va se dire les vraies affaires. Tu as un nom de famille d'une autre origine. J'aimerais justement que tu me parles de l'arrivée de tes parents qui sont passés du Portugal au Québec. En fait, dans le cadre d'Emploi Canada à l'époque, il y avait un programme avec le Québec.
Et Emploi Canada recrutait du monde à travers différents pays pour venir travailler sur les chemins de fer dans le Grand Nord. Donc, on est en 1954. Mon père décide d'embarquer dans l'aventure, s'en vient s'installer au Québec pendant 4 ans seul, laissant derrière lui son épouse et son rejeton, le premier, et s'en vient travailler ici pendant 4 ans, des 80 heures par semaine, dans le bout de Fermont, dans le bout de Shefferville, sur les chemins de fer. Et 4 ans plus tard, décide de retourner au Portugal, chercher sa petite amie et venir s'installer dans les années 50, ici au Québec, et gagner sa vie, faire sa place, installer sa famille. Et là, on parle il est allé chercher sa famille. Tu n'étais pas encore dans le portrait. Moi, je n'étais pas encore dans le portrait. Je suis arrivé 8 ans plus tard, 7 ans ou 8 ans plus tard. Donc, moi, je suis né en 61. Donc, mes parents étaient déjà ici. 4 ans tout seul, mon père est venu s'installer ici. 4 ans plus tard, tu es allé chercher ma mère et mon frère est revenu s'installer à Laval. Et 3 ans plus tard, moi, je venais au monde. Donc, toi, Daniel, qui est né au Québec, est-ce que l'assimilation ou l'apprentissage du français s'est fait plus facilement pour toi que pour tes frères et sœurs et parents ou pas nécessairement? Bien, pour moi, c'était naturel. Pour Ouais. mes frères, en fait, le plus vieux est le seul à être né là-bas. Donc, il est arrivé ici, il avait effectivement 5 ans. Ça s'est très bien fait parce qu'on était intégrés tout de suite dans un quartier francophone, mais aussi avec des amis anglophones. Donc, c'était facile pour nous, déjà à l'époque, et de parler le français et de parler l'anglais, ce qui se faisait naturellement avec les copains du quartier. On était quand même, à l'époque, 20, 30 amis, on était toujours ensemble. Donc, cette intégration-là s'est faite très facilement. Pour ma part, moi, je n'ai pas connu autre chose que de me baigner là-dedans, alors que d'autres ont pavé le chemin pour moi, dont mon frère le plus vieux. Là. Mais est-ce que tu parles quand même le portugais? Couramment. Ah, OK. Couramment. OK. Fait que dans le fond, tes parents, ils ont quand même voulu garder cet héritage-là culturel. En fait, à la maison, ça se passait toujours en portugais. Quand je m'adressais à mes parents, ça se passait toujours en portugais. Mais mes parents ont appris le français. Mon père étant dans le domaine, actif dans le domaine du travail, a appris le français et a aussi donné la chance à ma mère à l'époque de faire des choses autour de la maison, dont aller à la banque, à l'épicerie et compagnie, sans s'en mêler. Donc, ma mère a dû aussi apprendre le français et ça s'est passé comme ça. Mais à la maison, ça se passait toujours en portugais avec mes parents. Mais entre nous, avec mes 2 frères, ça se passait en anglais et en français, avec les habits aussi. Là. Est-ce qu'à cette époque-là, quand tu étais enfant, tu te rendais compte de cette richesse-là de parler plusieurs langues? Tu sais, moi, je suis issu du Venezuela par l'entremise de ma mère, donc je parle le français, anglais, espagnol. Mais quand j'étais enfant, je parlais juste français puis anglais. Mais avec le recul, je me rends compte à quel point c'est une richesse de parler plusieurs langues, dont le français. Est-ce qu'à cette époque-là, tu en étais conscient? Non, c'était complètement... on ne pensait pas à ça du tout, dans le fond. Là. C'est sûr que nous autres, ça se passait en français et en anglais. Pour moi, c'était même, à un moment donné, de dire, comment ça se fait que moi, je parle portugais? Ça me donne quoi, ça, ici, de parler portugais? Mes amis ne parlent pas le portugais. Ouais. Alors, ça me donne quoi? Mais c'est sûr qu'avec du recul, la même chose que toi, hein, c'est utile. C'est utile dans toutes sortes de situations. Ça nous permet aussi, à travers le monde, de voyager. Comme je suis allé au Portugal il y a quelques années, c'était facile pour moi de m'intégrer tout de suite avec l'accent des Açores. Parce qu'on comprend qu'il y a le continent, mais il y a aussi les Açores. Tout à fait. Et c'est pas la même chose. Est-ce que tu te sens plus portugais ou québécois? Ah, je suis entièrement québécois. Okay. Entièrement. D'ailleurs, souvent, je me fais faire la blague, toi, t'es pas un Québécois, puis je réponds tout de suite du tac au tac à une personne que je chéris particulièrement. Ouais. Je dis répondre du tac au tac. Non, moi, je suis Québécois. Je suis d'origine portugaise. Moi, je suis né ici. Donc, je suis un vrai Québécois. Ouais. Mais j'ai appris la culture portugaise à travers mes parents et ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Mais moi, je suis un Québécois. Tu parles d'apprendre plein de choses. Vient un moment où il fallait que tu fasses ton choix de carrière. Et pourquoi tu as décidé de t'en aller dans l'enseignement? En fait, j'ai toujours, étant jeune, j'étais moniteur dans un parc. Je m'occupais d'activités, j'animais des groupes, je donnais des cours de tennis, toutes sortes de choses comme ça qui m'ont amené directement à l'enseignement parce que c'était comme un naturel pour moi. Donc, quand est arrivée l'idée de choisir une carrière, pour moi, j'avais différentes options. J'avais été accepté dans différentes options et j'ai quand même choisi d'aller enseigner. Mais pas enseigner n'importe comment puis à n'importe quel prix. Il n'était pas question pour moi d'aller enseigner à l'époque au primaire. C'était comme le niveau secondaire ou supérieur qui me permettait d'avoir des interactions avec les élèves ou avec les étudiants. Ça, pour moi, c'était un naturel, ça. Puis là, ben, par la suite, tu as décidé d'être directeur. Donc,
remémore-nous peut-être ce time frame, désolé de l'anglicisme, mais de ce moment-là où tu es passé d'enseignant à directeur. En fait, en 81, j'ai eu mon premier poste d'enseignant, qui était un poste de remplacement temporaire avec les élèves TC. Ensuite, j'ai continué à travailler sur ma carrière pendant 8, 9 ans, 10 ans, ce qui a fait que ça m'a amené, après un certain nombre d'années d'enseignement, de toucher à différentes clientèles, différentes écoles, de comprendre c'était quoi l'éducation. Et puis j'avais le goût de relever un autre défi, et ça a été de relever un défi au poste de direction d'école. Je suis allé chercher une formation dans ce sens-là, et à partir de là, j'ai eu l'occasion de me présenter dans ce qu'on appelle une banque de relève. Une banque de relève qui est une banque de recrutement que les commissions scolaires à l'époque avaient, avec des tests psychométriques qui nous permettaient de valider si on avait les qualités, le potentiel, les compétences pour aspirer à un poste comme ça. Et j'ai été retenu dans cette banque-là. On a passé plusieurs tests psychométriques et ensuite est arrivée l'opportunité, on m'a offert un poste. OK. On est en 92. Quand tu parles de tests psychométriques, c'était-tu, fallait que tu marches sur une ligne avec... Non, mais je suis curieux de savoir ça. C'était plus au niveau de la gestion, au niveau de la valorisation de la profession, c'était plus au niveau de la priorisation des dossiers. Ouais. Qu'est-ce qui vient en premier quand tu es directeur d'école? Est-ce que c'est les enfants? C'est-tu les parents? C'est-tu le brigadier? C'est-tu la pédagogie? Ouais. C'est-tu le toit qui coule? Donc, il y a une série de tests comme ça qu'on nous soumettait, puis il fallait à l'intérieur de ça répondre à un certain nombre de paramètres, mais aussi prioriser les actions. Puis à partir de là, ça nous donnait des cotes et ça nous permettait d'entrer dans une banque de relève ou de retourner enseigner. Donc, il y a un certain nombre de candidats qui se sont présentés. Moi, j'ai eu la chance d'être retenu. Puis à partir de là, la carrière de direction s'est enclenchée au fil des ans. Donc, qu'on soit enseignant ou qu'on soit directeur d'une école, évidemment, on met l'enfant, l'élève au cœur de nos priorités. Absolument. Est-ce que tu étais un peu dépassé par, parce qu'on parle de la langue française, on s'entend, il y a quand même un clash générationnel entre ce que les enfants, mettons, du secondaire, surtout les adolescents, utilisent comme français et les adultes. Est-ce que toi, tu étais dépassé par ça? Parce que c'est quand même un français différent entre les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup, je dirais, à cause des réseaux sociaux, à cause des médias et toutes sortes de ces plateformes-là, accès à toutes sortes d'informations, puis regarde ce qui se passe dans le monde. Par exemple, en France, est-ce qu'il y a une place autre que la France où on utilise toutes sortes d'expressions anglophones? Et pourtant, on est en France. Oui, tout à fait. Je pense que le phénomène est le même au Québec. C'est la même chose à cause de toutes sortes de situations. Ça s'est ouvert, ça s'est déployé, puis ça s'est transformé au fil des ans. Mais ça va au-delà des anglicismes, parce que si je me rappelle, au secondaire, j'employais des mots que mes parents ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, approchant la trentaine, des fois, je retourne à mon ancienne école secondaire pour coacher les jeunes de secondaire en spectacle. Et puis, je me rends compte que je l'ai perdu un bout. Là. Maintenant, les jeunes de 14, 15, 16 ans d'aujourd'hui, ça va au-delà des anglicismes. Ils emploient des termes que nous, on a de la misère à reconnaître. Et c'est, pour eux, c'est un mode de vie, je dirais, d'intégrer davantage l'anglais dans leur conversation. Pour eux, là, je vais dire ça comme ça, c'est in, c'est hot, c'est cool, je vais dire n'importe quoi de toutes ces expressions-là. Mais de parler anglais, d'avoir des expressions, de parler couramment l'anglais avec les amis et de laisser de côté le français, c'est comme acquis. Alors qu'à l'époque, c'était effectivement des expressions, mais on mettait aussi l'emphase beaucoup sur le français. Mais les communautés culturelles étaient aussi différentes à l'époque. Aujourd'hui, les intégrations se font différemment et en moins de temps. Peut-être qu'il faut donner du temps pour intégrer les gens. Peut-être qu'il faut davantage focaliser sur l'importance de la langue française au Québec. On pourrait avoir un débat qui est bien long. Tout à fait. Mais en même temps, l'immigration d'aujourd'hui n'est pas celle des années 50. L'immigration d'aujourd'hui n'est pas celle des années 50 en termes de, je dirais, d'exigence, en termes de besoins, en termes de connaissances. Tout ça n'est pas la même chose que dans les années 50. Les gens arrivent ici aujourd'hui en intégration avec plus de facilité, mais en même temps avec plus de droits. Donc, ils revendiquent des choses en arrivant ici. Alors que dans les années 50, quand tu arrivais ici, comme on dit, tu prenais pays, et c'était ça. Tout à fait.
Ça a Alors, beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Daniel Moniz, un gros merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours impressionnant de connaître le parcours soit des arrivants ou des gens qui sont nés ici, mais de d'autres cultures. Puis ça me fait un peu penser aussi à mes origines par l'entremise de ma mère qui vient du Venezuela. Donc, c'est un grand plaisir de t'avoir reçu. Et puis, restez des nôtres, chers invités, parce que dans les prochaines secondes, on vous présente une capsule de Christian Bégin. Oui, Christian Bégin, qui vous parle de l'importance de la langue française. La langue française, pour moi, c'est le dernier rempart qu'on a pour résister à l'hégémonie d'une culture qui envahit la terre au complet, qui standardise tout au niveau de la culture, qui est la culture propagée par les grandes plateformes, entre autres, puis la culture américaine qui se développe partout dans le monde. Fait que je trouve que la langue qu'on a, c'est une arme, en fait. C'est un rempart, c'est un bouclier pour nous protéger et pour faire en sorte qu'on ne soit pas avalé par le rouleau compresseur de cette standardisation de la culture, je te dirais. De retour à En français, s'il vous plaît, et j'ai le plaisir de vous présenter non seulement un entrepreneur, mais c'est un ami, Luigi Palacio, président et producteur des studios Machiavel et également animateur du podcast Né pour un gros pain. Un gros pain ou un grand pain? Un gros pain, Un gros pain. exact. Bienvenue à l'émission, je suis tellement content de te recevoir. C'est la première fois qu'on interagit devant les caméras. Et puis, moi, j'ai été hypnotisé par ton nom de famille. Je me suis dit, on va parler de la culture italienne et tout ça. Puis, avant de rentrer en ondes, ben, tu me disais, ben non, ça date de longtemps, ça date quand même de mes arrière-grands-parents. Fait que j'aimerais ça quand même que tu me fasses un petit topo de tes origines parce que, tu sais, Luigi Palacio, on s'entend, ça vient pas de Saguenay, là. Non, c'est vrai. Mais déjà, merci de m'avoir invité. J'apprécie. Ben oui, les origines sont quand même un petit peu plus lointaines, mais c'est normal que tu l'aies pensé un petit peu. Le nom est là. J'en suis très fier. J'ai pris l'effort de garder la culture en vie un petit peu à travers les générations. Mais comme je disais, ça, c'est mon arrière-grands-parents qui sont venus du nord-ouest de l'Italie, Asti. Puis je suis retourné à ces racines-là dont j'étais très fier toute ma jeunesse. Je suis très fier d'être québécois aussi, mais j'aime me décrire comme un Québécois d'origine italienne. Naturellement, mon entreprise Studio Machiavel, comme tu présentais un petit peu, ben Machiavel, c'est un auteur italien. Donc, un petit peu dans tout ce que je fais, il y a un petit peu cette sauce-là qui reste. Et donc, Niccolò Machiavelli a inspiré beaucoup de ce que je fais. Donc, c'est vraiment ça un petit peu mon lien avec mes origines italiennes. Est-ce que tu parles italien? Un petit peu. Parlo un po', ma ho dimenticato molto. J'ai oublié beaucoup de l'italien que j'ai appris malheureusement, mais c'est dans mes plans de l'apprendre à 100%, certainement. OK. Donc là, c'est vrai de dire qu'à la maison, quand tu étais enfant avec tes parents, c'était toujours français ou il y avait quand même un peu... Toujours français, toujours français. Je pense que ça m'a pris un certain temps avant d'être fier d'être québécois puis de le réaliser. C'est peut-être pour ça que je me suis rapproché plus de ma culture italienne quand j'étais plus jeune. Et avec le temps, ça s'est complètement transformé. Puis je me suis rapproché de mes parents, la culture québécoise. Puis non, ça a vraiment été toujours français à la maison. C'est juste peut-être un côté rebelle en moi, peut-être. Ouais, OK. C'est ça, peut-être. Un peu comme Machiavel. Exact. Ouais, il y a des liens partout à faire. Ouais, certainement. Et c'est à partir de quel moment, justement, que tu as commencé à avoir cette fierté d'être québécois et de parler le français? À quel moment? Je pense que c'était autour de 2018, 2017. Il y avait des grands c'est quand même changements récent. politiques. Ouais, ben je l'avais peut-être qui foisonnait en moi. Faut que je dise, mes parents ont fait vraiment un bel effort de mettre au défi, de repenser, voir mes valeurs. Et ils m'ont toujours bien mis au défi de comprendre un petit peu plus les enjeux puis être au fait des choses. Donc, j'ai eu beaucoup de débats enflammés, peut-être surtout avec mon père. À ce moment-là, j'avais peut-être différentes positions par rapport à lui. Et c'est en même temps qu'il m'a fait découvrir la passion pour la politique. Encore une fois, Machiavel. C'est ça, mais c'est là qu'on s'est connus aussi, Exactement. toi et moi, en politique. Donc, j'imagine, est-ce que cette implication politique que tu as eue par après t'a donné cette fierté, justement, d'être québécois? 100%. Ouais, 100%. C'est vraiment ça qui a été une étape cruciale, je pense. Je me suis impliqué beaucoup. Il y avait un vent de changement politique, des nouveaux partis. Puis ouais, 100%, c'est vraiment ça qui m'a... Pour une fois, je me disais, le pessimisme partait, puis moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Puis c'était dur un petit peu voir la politique québécoise de façon positive. Puis là, j'avais plus que l'occasion de le faire. Puis clairement, ouais. Cool. Puis j'aimerais ça, écoute, je le sais que tu n'es pas un député ou un ministre, mais en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen du Québec,
comment tu trouves justement la culture québécoise dans une société qui est, on s'entend, nord-américaine, entourée de la langue anglaise, de la culture nord-américaine, mais comment tu trouves justement le portrait en ce moment de la culture québécoise? Ben moi, j'en suis très fier. Puis pour revenir encore à Machiavel, moi, je suis un petit dérangeant. Tu sais, j'aime ça. Moi, j'adore le concept irréductible gaulois qu'on est un petit peu en Amérique du Nord. Moi, Ouais. ça me gêne pas. Je trouve ça cool qu'on l'ait. C'est sûr qu'on a des défis, puis faut en prendre conscience, puis pas s'asseoir sur ses lauriers, puis vraiment comme défendre la langue française. Mais je trouve que c'est tellement une richesse. Il y a pas vraiment d'autres endroits aussi particuliers que nous en termes de culture. Puis c'est ça, la culture québécoise, ça en fait partie, toute cette résilience. On est tous des petits dérangeants un petit peu en En étant nous, ce ouais. qu'on est. Ouais, exact. Puis ça j'aime beaucoup ça, absolument. Tu es dans le monde des médias, veux pas, avec les vidéos, les podcasts et tout ça, tu es un entrepreneur. Est-ce que tu utilises l'anglais parfois? Est-ce que tu sens l'impression qu'il faut que tu tasses un peu le français étant donné tes occupations ou pas nécessairement? Je dirais pas nécessairement, mais ça arrive. Je pense que on a tout ce petit défi quand on part un média ou quand on part une entreprise. Veut pas, on veut rejoindre le plus de monde possible. Puis il y a ce petit enjeu-là, puis c'est toujours quelque chose que je me questionne dessus à tous les jours. C'est j'ai envie de rejoindre le plus de monde possible, mais en même temps être authentique et être vrai à moi-même, puis être fier de là où je viens. Puis ça se reflète aussi. Les gens, ils achètent, ils choisissent des produits et des services en fonction de ça aussi. Donc, ça peut être une bonne chose de rejoindre plus de monde, mais si tu oublies d'où tu viens, si tu oublies qu'est-ce qui compose ton ADN, ben, ce sera pas beaucoup mieux. Mais ça fait partie des débats éternels que j'ai, par exemple, avec mon père sur le fait que, oui, une entreprise peut avoir, par exemple, un nom en anglais ou plus une présentation en anglais, mais faire en même temps rayonner le Québec à l'international, c'est peut-être là que je suis un petit peu divisé là-dessus. Tu as eu des contrats, je crois, corrige-moi si je me trompe, avec des partis politiques, le gouvernement. Fait que, veux pas, tu es un entrepreneur, on s'entend, le but d'un entrepreneur, c'est d'avoir des revenus. Où on a une mission, mais tu sais, c'est faire de l'argent. Donc, il y avait quand même, j'imagine, une mission sociale par l'entremise de tes implications politiques dans tes contrats de partager cette culture francophone au Québec. Ouais, ben je dirais qu'on se sépare quand même Oui, on a travaillé beaucoup en politique, mais on le sépare quand même beaucoup de ce qu'on fait, mais ça rejoint nos valeurs Ouais. quand même, absolument. Puis une de nos valeurs les plus importantes, c'est l'authenticité. Donc, veux pas, comme moi-même étant québécois, que ce soit dans mon ADN, tu sais, fallait que ça se reflète dans ce qu'on faisait. Donc, c'est ce genre de projet-là, bien entendu, qui était très stimulant, très intéressant. Mais je dirais que ça s'étend aussi même à tout ce qui est la culture, tout ce qui est travailler avec des organisations qui eux-mêmes ont des valeurs qu'on partage. C'est vraiment ce qui nous craint le plus, c'est ce qu'on aime faire, là. Sois très franc avec moi, Luigi. Quand tu parles avec tes collègues, tes collaborateurs, est-ce que c'est un français soutenu ou c'est un français un peu plus ben, je veux pas dire québécois parce que le Québec a tellement de particularités, que ce soit les régions, Montréal et tout ça, mais veux pas, il y a quand même une différence entre la langue de Molière et puis le français qu'on utilise aujourd'hui, même dans ton podcast que j'adore en Ouais. passant. Merci. Il y a quand même des différences linguistiques entre le français qu'on connaît des origines de la France et puis le français qu'on utilise aujourd'hui dans le quotidien. Ouais, clairement. Puis si je suis 100% honnête, plus je vais être familier avec la personne, plus il va être dans mon cercle social proche, même que je dirais que j'ai un français montréalais, donc il y a beaucoup d'intégration du créole, de l'arabe dans la façon dont on parle à Montréal. Donc, si je suis 100% honnête, c'est sûr qu'il y a ces aspects-là que j'utilise beaucoup dans ma journée. Donc, pas un français pur. Encore une fois, c'est pas péjoratif, je crois, c'est mon opinion personnelle, mais c'est la beauté, surtout, on parle de Montréal, comme tu le dis, là, le multiculturalisme, ça fait en sorte que, ben, en français, ben, à Montréal, on parle un français qui est un peu mélangé, mais je trouve que c'est plus une richesse que quelque chose qu'il faudrait s'en cacher, non? Oui, absolument. Moi, je trouve ça excitant de découvrir des nouvelles cultures. Puis j'aime ça me rendre compte que j'utilise un terme qui vient d'une certaine culture qui est bien présente à Montréal, mais ça s'est tellement bien intégré que je le dis à tous les jours, mais comme finalement, ça venait spécifiquement d'une culture en particulier, je trouve ça vraiment intéressant. Non, moi, je pense que c'est une force.
Puis c'est vraiment comme d'essayer de jouer peut-être la fine ligne entre, dans le contexte professionnel, rester dans le bon français. Ouais. Puis, mais après, qu'est-ce que tu fais avec ton cercle social proche, les gens que tu es à l'aise, ça peut être des choses complètement séparées aussi, là. En terminant, Luigi, si on veut en savoir plus sur ton podcast, sur les studios Machiavel, où est-ce qu'on s'en va? Vous pouvez aller sur notre site, machiavel.com. C'est de là que vous allez trouver aussi le podcast Né pour un gros pain, qui est le podcast de la relève entrepreneuriale québécoise, même si je peux être plus spécifique, le balado pour être utilisé. C'est vrai, depuis tantôt, je dis podcast, mais il y a un mot français pour ça, c'est les balados. Donc, le balado de la relève entrepreneuriale québécoise. Et sinon, on est sur les réseaux sociaux, bien entendu, donc Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube, donc @Machiavel et Né pour un gros pain, bien entendu, pour nous retrouver. Luigi Palacio, un gros merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve très bientôt. Comme vous avez pu le constater, la langue française, elle est riche en culture, histoire et parcours. Et c'est ce qu'on a eu grâce à nos invités. Donc, permettez-moi de les remercier chacun et chacune d'avoir participé à l'émission. Si vous souhaitez revoir cet épisode ou un autre épisode en français, s'il vous plaît, ainsi que même toute la programmation de TV Laval, bien, suivez-nous sur nos plateformes, notre chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Je vous laisse en musique sur la langue française et à très bientôt. Si on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche, ça nous paraît facile, qu'est-ce qui nous en empêche? Serions-nous plus heureux, des artistes de moins en moins tristes, élégants, même sans argent? Sans argent. Alors comment s'y prendre pour avancer? Et comment se vendre sans se vanter? Ne pas tomber dans le piège, jouer pour les gens sans les compter, être ce qu'on doit être, ce que l'on est au nom des artistes dont le sang devient notre essence, qui sculptent l'amour et peignent les murs de notre existence. Ce qu'ils peuvent, même si ce n'est pas ce que les gens veulent, peut-être pour se sentir moins seul. Si je prenais un bateau vers l'Italie, mon père m'en parlait quand j'étais petit. À chacun son pas, son chemin, nul n'est prophète en son pays. L'exil fait du bien, mais ne change rien au nom des artistes qui saignent pour sauver la danse, qui sculptent l'amour de notre existence. Ils font ce qu'ils peuvent, même si ce n'est pas ce que les gens veulent. Ils refusent de se fermer la gueule
ses œuvres en échange de minces droits d'auteur. On fait de son mieux à la merci de la critique de l'heure. On plante son drapeau sur les terres qui nous accueillent. On finit par se sentir moins seul.